Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de l'Observatoire de la Ligue 1. Aujourd'hui on s'attaque à gros, on s'attaque à l'Olympique de Marseille, sujet que je trouve très intéressant parce que le championnat recommence demain pour eux. Il y a un dégraissage qui a été fait, mais où sont les recrues? C'est vrai qu'on est dans un contexte où l'OM a cumulé beaucoup de dettes au fil des 3 dernières années, voire plus. Lui on doit être à 157 millions de pertes nettes entre 2022 et 2025. Donc tu fais un dégraissage. En plus, tu as une Coupe d'Europe à assumer cette saison. Comment ils vont faire? Parce que là, aujourd'hui, ils n'enregistrent aucune recrue. Tout d'abord, on va voir le bilan de la saison passée et comment ils en sont arrivés là. Saison que je nomme de l'espoir au chaos. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on a une fenêtre de transfert intéressante dans un premier temps. Pour la Ligue des Champions de l'année dernière, tu recrutes Igor Pechao, un mec de Feyenoord que personne n'a vu trop jouer, à part quelques extraits en Ligue des Champions du côté du club néerlandais. Mais tu le recrutes pour 30 millions, alors que le mec, ce n'est pas une valeur sûre aux yeux de l'Europe. C'est un des plus gros transferts, voire le plus gros transfert du club. À ce moment-là, beaucoup de questionnements chez les supporters. Et au final, il s'est révélé être une vraie valeur sûre sur son côté gauche. En plus, il arrive blessé, donc ça n'aidait pas les choses. T'as Naïef Aguerd, une valeur sûre. Il a gagné la Conference League, il connaît déjà l'Europe. C'est vrai que c'est une superbe recrue. T'as beaucoup de prépayants, notamment celui de Arthur Vermeeren, qui est un espoir mondial, qui s'est avéré être intéressant. Celui de Benjamin Pavard, au final, il n'a pas pourtant une valeur sûre de base quand tu le recrutes, et au final, ça s'est avéré être un flop total. Tu recrutes Medina, enfin bref, Timothy Weah, tu te fais une vraie équipe parée pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions, avec un vrai turnover possible. En plus de ça, tu te sépares de Luis Enrique, certes qui avait fait des bons travaux à l'OM, mais pour 23 millions, c'est une somme assez énorme. Surtout pour le montant auquel ils l'ont recruté. Tu te sépares de Unai qui a jamais vraiment réussi à l'OM. Là où je trouve que ça a été une mauvaise gestion, c'est sur le cas de Valentin Rongier. Et évidemment, Ro et Rabiot, dont tu te sépares sur la première journée de championnat. Les trois auraient pu t'aider sur la Ligue des Champions. C'était trois profils très intéressants, et même pour le turnover avec la Ligue 1, ça aurait été très intéressant. Un mercato où il y a beaucoup de départs, où il y a beaucoup d'arrivées, comme c'était la politique Longoria à l'OM, tu changes à peu près ton équipe chaque saison, et pourtant, il n'a pas appris de ses erreurs parce que ça marchait pas forcément. Début de saison, t'es premier avec 18 points. Au bout de 8 journées en plus, donc tu as déjà rencontré le PSG, tu as gagné au Vélodrome. Donc il y a de l'espoir. En Ligue des Champions, tu fais une bonne perf contre le Real, t'es pas récompensé de tes efforts, mais c'est prometteur. Juste après, tu bats l'Ajax 4-0 au Vélodrome. Donc tu peux y croire aussi à un bon parcours. En Coupe de France, le Paris SG se fait éliminer en 16e de finale contre son voisin. Donc là aussi, tu peux y croire à un titre. Et au final, arrivé en hiver, arrivé au Trophée des Champions, donc tout début janvier, et ben c'est là que ça commence à être la cata. C'est que tu perds à la 93e, me semble-t-il, tu te fais égaliser au Trophée des Champions alors que tu avais potentiellement ton premier titre depuis 14 ans. Et au final, tu perds au tir au but. T'es éliminé par un gardien en Ligue des Champions. Juste après, tu perds 5-0 contre le Paris Saint-Germain. De Zerbi démissionne. Juste après, Mehdi Benassia démissionne. Au final, il revient avec Habib Beye. Habib Beye qui n'a pas forcément réussi. Après, c'est vrai qu'il est arrivé dans un contexte assez compliqué pour un entraîneur qui n'est pas vieux en professionnel. C'est vrai que c'est compliqué quand même comme contexte. Et au final, il se fait éliminer de la Coupe de France. Au final, Mehdi Benassia repart. Il a dit qu'il finissait pas, qu'il partait à la fin de saison. Et t'as Pablo Longoria qui part. Donc au final, aujourd'hui, t'en es à recommencer tout à zéro. On en est là maintenant sur le mercato. C'est qu'ils sont dans un contexte où il faut vendre avant de pouvoir acheter parce que t'es plus trop sûr d'avoir des recettes derrière au final à la vente. Donc tu vends dans un premier temps et t'achètes ensuite. Ce qui est obligatoire dans un contexte où t'as des dettes, t'as des grosses dettes. T'arrives fin août et t'as toujours pas de recrues. C'est la seule équipe du Big Five sans moins de recrues avec Bilbao. Bilbao qu'en plus qu'ils ont rencontré en amical. Mais t'arrives dans la période où c'est plutôt des panic buy, et donc t'as des mecs moyens qui commencent à avoir une grosse valeur marchande, tu sais pas comment, mais c'est pas la bonne période pour recruter. Comme on l'a dit aujourd'hui, au niveau des arrivées,
t'as personne, parce que là, c'est que des obligations d'achat. T'as des mecs de la réserve qui montent en A, bon, qu'on a vu quelques fois aussi en Ligue 1, en Ligue des Champions l'année dernière, mais c'est des mecs qui montent quand même de N2. Et t'as des retours de prêt. Voilà sur lesquels tu peux compter aujourd'hui. Et au niveau des départs, par contre, tu dégraisses carrément. Tu te sépares de Greenwood, ta plus grosse valeur marchande, parce que tu es obligé dans ce contexte de grosses dettes. Tu te sépares de Medina, que tu viens d'acheter avec l'obligation d'achat de 18 millions. Tu te fais 5 millions sur lui. Geronimo Rulli, tu t'en tires à 4 millions. Bon, c'est vrai qu'il a 34 ans, mais bon, c'était un gardien valeur sûre dans les cages de l'OM. T'arrives à te tirer quelques sous de Pierre-Emerick Aubameyang à 37 ans, ça c'est pas mal. Et Bilal Nadir en tant que grand traître de l'OM qui part libre. Voilà sur ce qui est d'officiel. Maintenant, j'ai pu voir ces derniers temps que l'OM s'intéresse. Mais s'intéresse, c'est juste le mot qui correspond parce que tu as beaucoup de noms qui sont cités. Là, on a pu voir Emre Atiré, Hicham Boudaoui, surveille Julian Hall, s'intéresse à Michele Di Gregorio, s'intéresse à Sebastiano Exposito, s'intéresse à Djibril Sidibé qui au final en plus est parti au Mans. Il y a juste un seul nom où on a quelque chose d'un peu plus avancé, un accord verbal entre le joueur et le club, qui est sur le prêt de Jean-Claire Todibo. Et je crois que l'OM va pouvoir ne faire que des prêts cette saison et des prêts sans obligation d'achat. C'est ce qui. Il y a peut-être Michele Di Gregorio où c'est un peu plus avancé aussi, et on parle d'un prêt sec. Parce que le club ne peut pas s'avancer, ne peut pas risquer de perdre un peu plus, comme Lyon avec Hendrick et Loïs Openda, c'est un peu le même schéma. Donc au niveau de l'effectif aujourd'hui, on a de la qualité, mais est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur? Donc en coach, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a Bruno Genesio. Pour moi, c'est un coach, c'est peut-être le coach parfait pour la situation, qui connaît très bien la Ligue 1 et qui a réussi à faire des bonnes choses avec des effectifs plus faibles, qui a fait des bons parcours en Coupe d'Europe. Donc son système préférentiel, c'est en 4-2-3-1. J'ai mis Delange dans les buts parce qu'on n'est pas sûr que ce soit lui, vu le transfert avorté à Twente. Mais pour l'instant, c'est lui. J'ai pas envie de mettre de noms qui, au final, n'y seront pas. On part sur une charnière centrale, Balerdi à Gerd. Balerdi qui a refusé un départ à Leverkusen pour 30 millions. Et Aguerd qui a au final refusé de signer un contrat avec la Sociedad, qui n'était pas d'accord sur le protocole de remise de blessure. Donc je ne sais pas si tu peux compter sur eux sur la saison, si Aguerd va trouver un club qui permettra ce protocole de reprise, mais pour l'instant tu es avec cette charnière-là. Et tu as du monde derrière, tu as Cornelius qui revient de près, Meïté aussi, qui peut faire l'affaire, et tu as Egan Riley et Kondogbia. À droite, tu as Wea, sur qui tu peux compter quand même, et tu as Bezaaf qui a fait la prépa, qui a l'air intéressant en latéral droit. Ça peut être une solution en doublure sans forcément dépenser. À gauche, tu as Emerson qui commence à se faire vieux, mais qui est une valeur sûre quand même. On a pu le voir la saison dernière, il s'est imposé même en tant que latéral gauche. C'était vraiment une valeur sûre à son poste. En doublure, tu as Garcia qui a toujours été sérieux à l'OM, donc moi je vois pas d'inconvénient à ce qu'il reste cette saison. En double pivot, tu as Timber Højbjerg. Højbjerg qui a refusé aussi de partir à Newcastle pour 15 millions et quelques. Pour Timber, les rumeurs récentes affirment qu'il est pas en partance, mais que le FC Porto s'intéresse vraiment à son sujet. L'OM attend 22 millions de ce que j'ai vu. Donc à voir s'il reste ou pas, mais pour moi, faut qu'il reste si tu veux faire quelque chose en Ligue 1 et en Europa League cette saison. En doublure, tu as toujours du monde. Je veux dire, tu as Angel Gomez, tu as Kondogbia, tu as Ennadi, tu as Abdelli, qui peuvent jouer en 6. Et en plus, tu as des mecs polyvalents parce qu'ils peuvent jouer en 10 aussi. On a vu qu'Angel Gomez avait fait la prépa en 10. Tu as Harit, Abdelli, Timber qui peuvent jouer en 6 et en 10 aussi. Enfin, pas Harit, pardon. Harit qui a fait la prépa d'ailleurs à droite, qui a été plutôt intéressant, lui qui est en retour de prêt. Je crois que Genesio veut compter sur lui cette saison. En doublure, il y a Abdallah. À gauche, peut-être ton meilleur joueur cette saison où il ne faut pas s'en séparer, c'est Peshao. J'ai vu que l'OM avait mis 50 millions si jamais un club veut l'acheter, et ils ont raison. Il faut mettre très haut le prix, même si tu as besoin d'argent, tu peux pas t'en séparer, ou alors c'est à très gros prix, quoi. Et en doublure, j'ai vu que Bruno Genesio comptait sur Madi pour faire la doublure sur le côté gauche. Et en pointe, tu as du monde. Tu as Gouiri et Mumbagna qui vont faire l'affaire. Mopé, je pense qu'ils veulent s'en séparer au vu de son salaire.
et des manquements financiers du club. Donc sur le papier, tu as quand même une belle équipe, seulement est-ce que tu as assez de profondeur pour jouer les deux compétitions à fond? Et bien sur la prépa, il y a eu quelques signaux intéressants quand même, mais rien de flamboyant. C'est vrai qu'ils s'en tirent avec des victoires contre Yamoussoukro au début et contre Nîmes, qui sont des équipes largement plus faibles, et même Al-Shahania. Le seul test que tu as entre juillet et août, c'est contre Nice, et tu le perds 3-0. Net contre un rival direct, alors ça fait très mal, surtout en prépa quand tu sais pas à quoi t'attendre. Et au final, tu as deux gros tests à la fin qui sont Bilbao et l'Atlético Madrid au Vélodrome. Et pour le coup, ça c'était des signaux intéressants. Parce que tu t'en vas gagner contre Bilbao 3-1 et la prestation est très intéressante. Et tu perds contre l'Atlético 2-1, mais pareil, la prestation est plus qu'intéressante et même très prometteuse. Je pense que ça a rassuré beaucoup de Marseillais de voir ce match contre l'Atlético. Donc pour moi, les joueurs à suivre cette saison du côté de l'OM, le joueur clé, ça va évidemment être Péchao, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont évalué à 50 millions et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le joueur auquel ils ne veulent pas du tout se séparer. C'est peut-être celui dont l'OM va être dépendant, un peu comme ils étaient dépendants de Greenwood ces 2 dernières saisons. À Péchao de se montrer cette saison pour mettre l'OM haut dans le classement. Le pari pour moi c'est Madi. C'est vrai qu'on a pu le voir sur certains matchs la saison dernière. Des prestations plutôt intéressantes. Là, il a marqué contre Bilbao. C'est vrai que le mettre en doublure de Péchao dans ce contexte financier, c'est vraiment pas bête. Et donc j'attends de voir ça. J'attends de voir si vraiment il peut faire des prestations très intéressantes et si on peut compter sur lui quand Péchao a besoin de souffler. La recrue, bon, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Bruno Genesio. Et pour moi, c'est vraiment en plus une très bonne recrue pour le club. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît super bien la Ligue 1 et qui est peut-être le meilleur dans le championnat pour ce contexte de l'Olympique de Marseille, pour remonter un peu le moral de tout le monde. Et mon interrogation, qui ça peut être d'autre que Balerdi. Balerdi qui refuse Leverkusen, peut-être pour faire une dernière saison, quitter l'OM sur une bonne note. Au final, tu vois une prestation contre Bilbao qui est superbe. Juste après, tu vois une prestation contre l'Atlético qui est hyper décevante. Il s'est fait siffler. Et avec ce mec-là, tu sais jamais où te situer. Et c'est pour ça que c'est mon interrogation de cette saison. Est-ce qu'il va réussir au final à faire une très bonne saison? Déjà, il a perdu le Capitana et pour moi, c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que ça lui mettait beaucoup de pression. Donc mon pronostic final pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'au mieux, ils vont chercher les barrages de Ligue 1, de Ligue des Champions, pardon. Mais je vois pas mieux. Parce que au-dessus, j'ai l'impression que c'est quand même plus fort. Quand même beaucoup plus structuré. Et au pire, ils vont chercher la 7ème place, mais je pense quand même qu'ils vont être européens la saison prochaine. Et de toute façon, c'est l'objectif du club, c'est d'aller chercher l'Europe quand même. Au vu du contexte financier, et même ils n'ont peut-être pas le choix. Pour moi, mon prono, c'est qu'il termine 6ème. Je pense au final que Bruno Genesio va faire du bon taf au sein de ce club et avec ce groupe, et va réussir à remonter un peu les têtes des Marseillais. Je ne sais pas si en Europa League ça va faire ils vont faire un très grand parcours, mais pour moi en Ligue 1, ils vont faire quelque chose d'assez bien pour le contexte du club. Donc voici mon classement avec les clubs qu'on a déjà étudiés. Moi, si vous voulez voir d'autres clubs, je suis bien sûr à l'écoute de tout club. De toute façon, je vais essayer d'étudier tous les clubs de Ligue 1 avant la fin du mercato quand même. Je trouve ça assez intéressant de voir l'état des lieux de chacun, ou comment ils en sont et quels sont les manquements encore avant la fin du mercato. Je trouve ça intéressant de faire ça. Donc je vais continuer. Voilà, si vous avez un club en tête, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Et à bientôt.